Au printemps 1945, Berlin n'est plus le cœur d'un empire. C'est une cité en ruine, bombardée depuis le ciel, meurtrie par les chars et vidée par des années de guerre. La capitale autrefois fière de l'Allemagne nazie n'est plus qu'un paysage silencieux de pierres écroulées et de fenêtres brisées. La guerre est terminée, mais ce qui suit n'est pas la paix. Les puissances alliées victorieuses, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France, se réunissent pour décider du sort de l'Allemagne. Bien qu'ennemis des nazis, ils ne sont pas véritablement des alliés. Leurs idéologies ont toujours été opposées, et maintenant qu'ils se font face autour de la même table, ce contraste commence à se durcir. L'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation, chacune gouvernée par l'un des alliés. Berlin, bien que située entièrement dans la zone soviétique, est également divisée, une ville au sein d'un pays, partagée entre 4 puissances étrangères. Ce qui a commencé comme une coopération pour stabiliser la nation se transforme rapidement. Les idéaux s'affrontent, les accords s'effritent. Dans les zones occidentales, les Américains, les Britanniques et les Français encouragent la reconstruction démocratique. Ils introduisent des élections libres, soutiennent l'entreprise privée et cherchent à ranimer l'économie allemande. Dans la zone orientale, les Soviétiques imposent un contrôle centralisé. Ils démantèlent l'industrie, censurent l'opposition et jettent les bases d'un État socialiste aligné sur Moscou. Berlin devient l'épicentre de cette fracture grandissante. Autrefois une métropole unique, elle abrite désormais 2 futurs opposés. Berlin-Ouest commence à se remplir de produits américains, de musique jazz et de journaux libres. Berlin-Est résonne de propagande, de rationnement alimentaire et de purge politique. Durant ces premières années d'après-guerre, la frontière entre l'Est et l'Ouest n'est pas encore murée. Les gens peuvent encore se déplacer librement entre les secteurs, passant d'un monde à l'autre en traversant une rue. Mais la tension monte de mois en mois. En 1948, lorsque les alliés occidentaux introduisent une nouvelle monnaie, les soviétiques ripostent avec le blocus de Berlin, coupant tout accès routier et ferroviaire à la ville. En réponse, l'Ouest lance le pont aérien de Berlin, une opération massive transportant nourriture, carburant et fournitures pendant près d'1 an. Berlin-Ouest survit grâce à des ailes. À la fin du blocus, une chose est claire, Berlin n'est plus seulement une ville. C'est un symbole, une ligne de faille entre la liberté et le contrôle, entre l'Est et l'Ouest. Et cette faille ne fera que s'approfondir. La fin de la guerre a apporté la victoire, mais pas l'unité. Au fil des mois et des années, le partenariat difficile entre les alliés se détériore en une hostilité silencieuse. Le monde se divise, non seulement idéologiquement, mais physiquement. Et nulle part cette scission n'est plus visible qu'à Berlin. La ville qui fut autrefois le cœur culturel et politique de l'Allemagne est maintenant un microcosme de toute la guerre froide. D'un côté, les alliés occidentaux, menés par les États-Unis, poussent à la reconstruction, à la démocratie et aux marchés ouverts. De l'autre, l'Union soviétique transforme rapidement son secteur en un bastion socialiste, alignant l'Est de Berlin sur la vision du monde de Moscou. Au début, les lignes ne sont pas tracées dans le béton, mais dans la politique. Berlin-Ouest prospère grâce aux investissements américains et à la culture de consommation. Supermarchés, voitures et cinéma signalent un retour à la normale. Berlin-Est, cependant, devient une ville de cartes de rationnement, de bâtiments gris et d'affiches de propagande promettant l'égalité par l'obéissance. Et les gens le remarquent. Entre 1949 et 1961, plus de 2,5 millions d'Allemands de l'Est fuient vers l'Ouest, beaucoup à travers Berlin. Enseignants, ingénieurs, médecins et jeunes professionnels traversent la frontière à pied, en quête d'opportunités et de liberté. C'est un exode que l'Est ne peut se permettre de supporter. Alors que le nombre de fugitifs grimpe, la tension atteint son paroxysme. Le gouvernement est-allemand, soutenu par les soviétiques, accuse l'Ouest d'attirer délibérément ses citoyens.
L'Ouest rétorque que les gens choisissent simplement la liberté. Chaque camp se pointe du doigt, chaque camp se fortifie. À l'Est, la Stasi, la police secrète, gagne en taille et en pouvoir, chargée de réprimer la dissidence et de surveiller la loyauté. À l'Ouest, les troupes américaines restent stationnées, à la fois comme symbole et comme bouclier. Chaque bus qui traverse les secteurs, chaque conversation surprise dans un café, chaque regard sur un journal étranger porte le poids de l'idéologie. Berlin n'est plus seulement divisée. Elle est tendue, fragile, et se prépare à quelque chose de plus permanent. Un mur n'existe pas encore, mais l'idée a déjà pris racine. Le rideau de fer se referme, brique par brique silencieuse. Et Berlin se trouve directement dans son ombre. Bientôt, cette ombre prendra forme, et ce qui avait été imaginé deviendra réel. Cela s'est produit sans avertissement, dans les heures calmes de la nuit. Le 13 août 1961, les Berlinois de l'Est se sont réveillés pour découvrir que leur monde avait changé. Des soldats, des équipes de construction et des policiers se sont déplacés silencieusement à la faveur de l'obscurité, déroulant du fil de fer barbelé et creusant des tranchées. Les routes ont été bloquées, les lignes de train coupées, les familles divisées en un instant. Ce qui avait été une frontière invisible entre Berlin-Est et Berlin-Ouest avait maintenant une forme. Ce n'était pas encore un mur. Cela a commencé par des clôtures, des barricades de fortune et des rangées de gardes armés. Mais même dans ces premières heures, c'était sans équivoque une prison. Le gouvernement est-allemand l'a appelée une « barrière de protection ». Ils ont prétendu qu'elle était nécessaire pour défendre le socialisme de l'agression occidentale. En vérité, elle a été construite pour arrêter le flux de personnes, pour les piéger à l'intérieur d'un régime qui perdait ses citoyens. Le chaos a suivi. Les gens se sont précipités aux fenêtres donnant sur Berlin-Ouest, criant à des parents qu'ils ne pouvaient plus atteindre. Certains ont tenté de s'échapper immédiatement, sautant des immeubles d'appartements qui bordaient la ligne de démarcation, atterrissant dans des filets tenus par les pompiers de Berlin-Ouest. D'autres ont été repoussés par les gardes est-allemands. Quelques-uns ont été abattus. D'autres sont morts dans leur chute. En quelques jours, le béton a commencé à remplacer le fil de fer. Des murs plus hauts et plus solides ont été coulés et durcis. Les rues qui coulaient autrefois librement étaient maintenant scellées par des dalles de pierre et des miradors. Checkpoint Charlie, l'un des rares points de passage autorisés, est devenu un point de tension où les chars américains et soviétiques se feraient un jour face, canon contre canon. Le mur a grandi rapidement, 155 km de séparation, encerclant Berlin-Ouest comme un nœud coulant. Miradors, projecteurs, fils-pièges et fossés anti-chars ont transformé la frontière en une zone militarisée. Toute personne surprise en train de tenter de traverser pouvait être arrêtée, abattue ou disparaître entièrement. C'était plus qu'une structure, c'était un message. Le message que la liberté aurait désormais un coût, que le mouvement, le choix et les retrouvailles n'étaient plus des droits, mais des risques. Pour les habitants de Berlin, le mur n'était pas seulement une frontière. C'était une blessure, vive, soudaine et non cicatrisée. Et bien que construit en une nuit, son ombre s'étendrait sur des décennies. Après août 1961, Berlin n'était plus une seule ville. C'était des vies se déroulant côte à côte, divisées non seulement par le béton, mais par l'idéologie, la peur et le silence. À Berlin-Ouest, entièrement entouré par le territoire est-allemand, la vie continuait, libre mais encerclée. La ville est devenue une vitrine de la démocratie occidentale. Les rues bourdonnaient de cafés, de librairies et d'universités. La radio et la télévision occidentale diffusaient des nouvelles, de la musique et de la culture. Les troupes américaines patrouillaient visiblement. Une garantie silencieuse de protection. Pourtant, malgré sa liberté, Berlin-Ouest restait une île coupée, isolée, toujours consciente du mur à quelques rues de là. Pour ceux qui vivaient à Berlin-Est,
la vie était plus étroitement contrôlée. Le gouvernement promettait la sécurité, l'égalité et des emplois pour tous. Mais derrière cette promesse se tenait un puissant instrument de surveillance, la Stasi, la police secrète est-allemande. Ils écoutaient, observaient et enregistraient. Près d'un Allemand de l'Est sur 6 est devenu informateur, parfois volontairement, souvent sous la pression. Les voisins espionnaient les voisins, les enseignants surveillaient les élèves, des amis disparaissaient après des conversations privées. Un mot de travers pouvait signifier un interrogatoire, une blague pouvait mettre fin à une carrière. Et pourtant, la plupart des gens enduraient. Ils travaillaient, élevaient des familles, allaient à des concerts et des musées, mais toujours avec le sentiment que quelqu'un écoutait, que leur vie ne leur appartenait pas entièrement. Le mur est devenu une partie du paysage. Les enfants ont grandi en jouant dans son ombre, n'ayant jamais connu une époque antérieure. Des amants se tenaient de part et d'autre, se faisant des signes silencieux à travers la division. Des grands-parents sont morts sans avoir vu leurs petits-enfants. Même les lignes téléphoniques entre l'Est et l'Ouest ont été coupées. Les lettres étaient censurées. Les émotions devaient être pliées comme des cartes d'une ville que l'on ne pouvait plus atteindre. Et pourtant, les gens se sont adaptés. Les Berlinois de l'Ouest organisaient des manifestations et des veillées aux chandelles. Les Berlinois de l'Est trouvaient une joie tranquille où ils le pouvaient, à travers la musique, la poésie, les rêves chuchotés. Les églises sont devenues des lieux de refuge où la résistance pouvait s'exprimer derrière des vitraux et des bougies. Mais personne n'a jamais oublié le mur. Il était toujours là, gris, froid et vigilant, un rappel constant que la liberté pouvait être enlevée en une nuit. Et pour les habitants de Berlin, la vie est devenue un exercice d'équilibre entre l'espoir et la résignation, l'amour et la perte, l'attente et le souvenir. L'attente du jour où le mur pourrait tomber. Le mur de Berlin se dressait comme une forteresse de béton, d'acier et de silence. Mais même les murs les plus solides ne pouvaient arrêter le désir humain de liberté. Et donc, dès l'instant où il s'est élevé, les gens ont commencé à chercher des moyens de passer par-dessus, par-dessous et à travers. Certains ont essayé dans les premières heures. Dans ces premiers jours confus, des gens sautaient des fenêtres des bâtiments qui bordaient l'Ouest. Certains ont réussi. D'autres sont morts alors que les autorités est-allemandes se précipitaient pour murer les issues. Avec le temps, les évasions sont devenues plus désespérées et plus audacieuses. Un groupe d'amis a passé des mois à creuser un tunnel sous le mur, évacuant la terre dans des seaux et travaillant à la lueur des bougies. Finalement, 29 personnes ont rampé vers la liberté à travers ce passage étroit. Une autre famille a flotté au-dessus de la frontière dans une montgolfière artisanale, cousue à partir de chutes de nylon et alimentée par des bouteilles de propane. D'autres se sont cachés dans des voitures modifiées, recroquevillés sous les planchers ou entassés dans des compartiments secrets derrière les tableaux de bord. Un jeune homme a un jour foncé à toute vitesse sur un poste de contrôle, son pare-brise enlevé pour que les gardes frontières ne le voient pas se baisser quelques instants avant de traverser. Le pari a fonctionné. Il a vécu. Certains ont tenté de nager dans les eaux glacées des canaux et des rivières, offrant une route dangereuse mais ouverte. Quelques-uns ont réussi. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Les balles étaient souvent plus rapides que l'eau. Au total, plus de 5000 personnes ont réussi à s'échapper de Berlin-Est pendant les années du mur. Mais plus de 140 ont perdu la vie en tentant de le faire. Chacune est devenue un symbole de courage, de désespoir et du coup du contrôle. Parmi les plus poignants, il y a Peter Fechter, un jeune de 18 ans abattu en essayant d'escalader le mur en 1962. Il est retombé dans la bande de la mort, appelant à l'aide alors que les soldats le regardaient sans bouger. Personne n'est venu. Il s'est vidé de son sang à la vue du monde. Son histoire, et tant d'autres, a résonné au-delà de Berlin, suscitant l'indignation et le chagrin à travers le globe. Pour ceux qui s'échappaient, la vie à l'Ouest était souvent douce amère. La liberté s'accompagnait de culpabilité,
de deuil et de la connaissance que des êtres chers restaient derrière. Mais chaque traversée réussie portait un coup silencieux au pouvoir du mur. Car chaque évasion était plus qu'un voyage. C'était un rappel qu'aucun mur, aussi haut gardé soit-il, ne pouvait arrêter la volonté d'être libre. Tout le monde ne pouvait pas s'échapper. Pour beaucoup à Berlin-Est, traverser le mur n'a jamais été une option. La famille, le risque ou les circonstances les retenaient. Mais rester ne signifiait pas se rendre. Dans les coins tranquilles de la vie quotidienne, la résistance a pris racine, non pas avec des armes, mais avec des mots, des chuchotements et de la volonté. Écrivains et poètes passaient leurs œuvres en contrebande vers l'Ouest, publiant des manuscrits interdits sous des pseudonymes. Leur voix, trop dangereuse pour s'exprimer à voix haute à l'Est, était portée par les ondes des radios occidentales. L'acte même d'écouter devenait un acte de rébellion. Syntoniser Radio Free Europe, le volume bas, les rideaux tirés. Les églises sont devenues des sanctuaires, non seulement de culte, mais de vérité. Alors que l'État surveillait les écoles et les lieux de travail, l'Église luthérienne offrait un espace de discussion, de dissidence et d'espoir. Dans des salles éclairées à la bougie, les gens se rassemblaient pour parler de paix, de réforme et de la possibilité de changement. Le régime tolérait l'Église à contre-cœur, et ses dirigeants sont devenus les gardiens des dernières parcelles de pensée libre. Les artistes transformaient les murs vierges en symboles. Les peintres créaient des œuvres surréalistes, oniriques, chargées de sens. Les musiciens enregistraient des cassettes underground remplies de paroles qui critiquaient le régime par métaphore. Même les graffitis, dangereux et illégaux, devenaient une voix dans l'obscurité. Les étudiants se passaient des notes codées. Les familles racontaient des blagues à huis clos. Les enfants grandissaient en apprenant à parler de deux manières, une pour l'école, une pour la maison. La Stasi surveillait tout. Leur réseau était vaste, des informateurs dans les universités, les immeubles, les théâtres. Un commentaire imprudent pouvait entraîner un interrogatoire, ou pire. Pourtant, les gens résistaient. Pas bruyamment, pas toujours visiblement, mais avec persistance. À Berlin-Ouest, des mouvements de solidarité se sont ralliés et ont amplifié ces voix. Des militants envoyaient des livres, des lettres et du soutien de l'autre côté de la division. Des musiciens occidentaux donnaient des concerts au pied du mur, leur musique se déversant par-dessus le béton. David Bowie, en 1987, a chanté « Heroes » à quelques mètres de Berlin-Est, sa voix entendue par des milliers de personnes des deux côtés. Certaines résistances étaient spectaculaires, d'autres silencieuses et lentes. Mais chaque acte, aussi petit soit-il, était un refus d'oublier que la liberté existait juste hors de portée. Le mur pouvait diviser une ville, mais il ne pouvait pas écraser complètement l'esprit humain. Dans le silence, en chansons, dans des sourires secrets, la résistance a perduré. Et sous la surface du contrôle, quelque chose était en train de changer. Au milieu des années 1980, un vent de changement soufflait, non seulement à Berlin, mais dans tout le bloc de l'Est. L'Union soviétique, longtemps l'architecte des politiques de l'Allemagne de l'Est, commençait à changer sous Mikhaïl Gorbatchev. Des réformes connues sous les noms de glasnost, ouverture, et perestroïka, restructuration, ont commencé à faire vibrer la structure rigide du contrôle communiste. Mais les dirigeants de l'Allemagne de l'Est ont résisté. Intransigeants et paranoïaques. Ils ont rejeté la réforme, insistant sur le fait que le socialisme continuerait sans être touché. Pourtant, le peuple savait. Le monde extérieur n'était plus hors de portée. La télévision occidentale diffusait des images de prospérité, les ondes radio transportaient des voix de changement. Les voyageurs revenaient avec des récits de la vie au-delà du mur. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. En Hongrie, un pays frère du bloc de l'Est, les barrières frontalières ont commencé à tomber. En mai 1989, la Hongrie a ouvert sa frontière avec l'Autriche, créant une voie d'évasion discrète vers l'Ouest.
Des milliers d'Allemands de l'Est se sont déversés en Hongrie, puis ont traversé vers l'Autriche et la liberté. Cette vague de défis a déclenché une réaction en chaîne. Des manifestations pacifiques se sont propagées à travers l'Allemagne de l'Est. À Leipzig, les citoyens se sont rassemblés dans les églises et sur les places publiques, tenant des bougies et scandant « Wir sind das Volk ». Nous sommes le peuple. Leur message était clair. Le gouvernement ne parlait plus en leur nom. Semaine après semaine, les manifestations ont grandi à Dresde, Berlin et d'autres villes. Des dizaines de milliers de personnes ont marché pacifiquement, mais avec conviction. Pour un État construit sur la surveillance et le silence, le bruit du peuple est devenu assourdissant. La pression internationale montait. Les caméras capturaient les marches, la tension, le courage. Même les forces de sécurité est-allemandes ont commencé à hésiter. Le monde regardait, et un bain de sang ne passerait pas inaperçu. Derrière des portes closes, les responsables est-allemands se sont démenés pour répondre. Dans leur désespoir de calmer les protestations, ils ont commis une erreur. Une seule phrase lors d'une conférence de presse, prononcée sans clarté, suggérant que les restrictions de voyage seraient assouplies avec effet immédiat. Le sens a été mal compris. Le peuple a entendu une chose, la frontière est ouverte. Cette seule fissure, née de la confusion, a suffi. Des foules ont commencé à se former au point de contrôle, exigeant le passage. Les gardes, stupéfaits et incertains, prenaient des téléphones auxquels personne ne répondait. Et sur cette fragile et silencieuse confusion, un mur qui avait tenu pendant 28 ans a commencé à trembler. C'était la nuit du 9 novembre 1989. Fraîche, calme et banale au début. Mais le soir, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se dérouler. Suite à la désormais tristement célèbre conférence de presse où un fonctionnaire est-allemand a déclaré que les citoyens pouvaient traverser la frontière immédiatement, des milliers de Berlinois de l'Est se sont rassemblés devant le mur. Confuse, excites, sceptiques. Ils sont venus avec des passeports, des questions et de l'espoir. Au poste de contrôle de Bornholmestrasse, les gardes étaient dépassés. Ils n'avaient pas reçu d'ordre. Personne ne savait quoi faire. La foule grandissait. Les chants devenaient plus forts, ouvrez la porte. Certains gardes criaient dans leur téléphone, demandant des instructions, demandant de l'aide. Mais les supérieurs, eux aussi, étaient pris au dépourvu. Aucun ordre n'est venu. Et puis, à 22h45, un miracle né de l'hésitation s'est produit. Un garde-frontière, face à des milliers de citoyens implacables et sans directive claire, a fait un choix. Il a ouvert la barrière. En quelques instants, les gens ont déferlé, riant, pleurant, étreignant des inconnus. Les Berlinois de l'Est se sont déversés à l'Ouest, où des foules attendaient déjà avec du champagne, des fleurs et des larmes. La division de plusieurs décennies était maintenant un flot de joie. Alors que minuit approchait, des Berlinois ont grimpé sur le mur lui-même. Ils se sont tenus au sommet du monstre de béton qui les avait hantés pendant 28 ans, les bras levés vers le ciel. Certains l'ont attaqué avec des marteaux et des burins, transformant le mur en poussière et en souvenir. D'autres se sont simplement assis en silence, incapables de parler à travers l'émotion. Il n'y a eu ni violence, ni sirène, ni balles. Seulement la liberté. Le monde a regardé avec admiration. Les présentateurs de nouvelles peinaient à retenir leurs larmes. Les politiciens se démenaient pour comprendre ce qui se passait. Mais pour les habitants de Berlin, il n'y avait rien à débattre. Le mur était tombé. Pas par décret, pas par politique, mais par la volonté de ceux qui refusaient de vivre divisés. Cette nuit-là, la ville a chanté. Les rues autrefois patrouillées par des soldats résonnaient de musique, de vers qui trinquent et du murmure des retrouvailles. Des frères et sœurs se sont rencontrés après des décennies, de vieux amants se sont embrassés,
Des inconnus se sont étreints à travers des barbelés maintenant arrachés. Le mur avait tenté de les faire taire, mais cette nuit-là, il est devenu le silence le plus assourdissant de l'histoire, brisé non par des bombes, mais par la joie. Et dans ces premières heures du matin, Berlin était de nouveau entière. Pas encore officiellement, mais indéniablement. Le mur était tombé, mais le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Dans les semaines qui ont suivi le 9 novembre 1989, Berlin s'est transformé. Les frontières sont restées ouvertes. Les miradors ont été abandonnés. Des bulldozers sont arrivés. Des morceaux du mur ont été enlevés au burin, conservés comme souvenirs, vendus sur les marchés, envoyés dans le monde entier. Chaque fragment était le symbole de quelque chose de plus grand, une victoire de l'unité sur la division. Le 3 octobre 1990, moins d'un an plus tard, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest ont été officiellement réunifiées. Les drapeaux ont changé, les cartes ont été redessinées. Berlin n'était plus une île, plus une ligne de front. Elle était de nouveau la capitale d'une seule nation souveraine. Mais la réunification n'a pas été une harmonie instantanée. L'Est et l'Ouest s'étaient éloignés, non seulement en termes de richesse et d'infrastructures, mais aussi de mémoire. Les Allemands de l'Est, les Aussi, avaient vécu sous surveillance et restrictions. Les Allemands de l'Ouest, les Wessi, avaient vécu en liberté mais comprenaient souvent mal ce que la vie derrière le mur avait coûté. La barrière physique avait été enlevée, mais les barrières émotionnelles ont mis plus de temps à tomber. Pourtant, Berlin est allé de l'avant. La porte de Brandebourg, autrefois piégée dans la bande de la mort entre deux mondes, est devenue un symbole de célébration. Le jour de l'unité est devenu une fête nationale. Des rues ont été rebaptisées, des statues ont été enlevées. Et les morceaux encore debout du mur ont été laissés comme des mémoriaux, non pas pour glorifier le passé, mais pour s'en souvenir. Aujourd'hui, Berlin est une ville renaissante. Ses murs sont maintenant couverts d'art. Ces lignes de train autrefois divisées circulent maintenant sans interruption. Là où se tenaient autrefois des soldats avec des fusils, des enfants jouent maintenant. Et là où le silence régnait autrefois, la musique coule. Mais le souvenir demeure. Des musées et des bornes rappellent aux visiteurs où se dressait autrefois le mur. De petites plaques de laiton sur les trottoirs nomment ceux qui sont morts en essayant de traverser. Et chaque année, les Berlinois allument des bougies à l'anniversaire de la chute du mur, non seulement pour célébrer, mais pour réfléchir. Car l'histoire du mur de Berlin n'est pas seulement une question de division. C'est une histoire de résilience, du courage tranquille de ceux qui sont restés, de l'audace de ceux qui ont fui, des voix qui ont refusé d'être réduites au silence. Et dans un monde qui construit encore des murs, Berlin reste un murmure, un rappel que même les structures les plus hautes peuvent s'effondrer lorsque les gens choisissent de se tenir ensemble. Le mur a disparu, mais les leçons demeurent. Bien avant que le violon ne prenne sa forme emblématique, le monde était déjà rempli de voix à cordes, de notes douces et tremblantes qui dansaient dans les temples, les cours et les villages. L'idée de tirer un son d'une corde était ancienne, plus ancienne que la mémoire elle-même. Pendant des siècles, l'humanité a expérimenté des manières de faire en sorte que le bois, le boyau et l'archet créent quelque chose qui ressemble à un chant. Les premiers instruments à archet connus ne venaient pas d'Europe, mais d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Le rebab, avec son corps rond et son ton envoûtant, s'est répandu à travers la culture islamique jusqu'en Afrique du Nord et en Espagne. Dans les terres byzantines, la lyre résonnait dans les palais et sur les places des villes. En Europe médiévale, le fiddle et la viole ont pris racine, des instruments à dos plat et à frettes, souvent joués en ensemble ou pour accompagner la danse. Ces premiers instruments partageaient un esprit, sinon une forme. Ils utilisaient un archet pour caresser les cordes, créant des tons soutenus qui imitaient la voix humaine. Mais il leur manquait quelque chose, une certaine clarté, une projection et une flexibilité. La musique de la Renaissance devenait plus riche, plus expressive.
Les compositeurs aspiraient à des instruments capables de correspondre à leur vision en expansion. La recherche d'un son plus raffiné a donc commencé. Au XVe et au début du XVIe siècle, un nouveau design a commencé à émerger. Ce n'était pas le produit d'un seul homme ou d'un seul moment, mais une évolution progressive, façonnée par l'expérimentation, l'erreur et l'intuition. Les luthiers, fabricants d'instruments à cordes, ont expérimenté avec des tables d'harmonie bombées, des fonds voûtés et des ouïes en forme de F, cherchant l'équilibre entre la résonance et le contrôle. L'idée de 4 cordes accordées en quinte s'est imposée. Un corps plus petit, plus facile à manipuler et une voix plus agile sont devenus la norme. Et, plus important encore, l'instrument a été conçu non pas pour être posé sur les genoux ou bercé comme une viole, mais pour reposer sur l'épaule, tenu près du corps comme un compagnon. Ce n'était pas seulement un changement technique, c'était émotionnel. Le joueur devenait une partie de l'instrument, et l'instrument une partie du joueur. Et bien qu'il n'ait pas de nom officiel au début, cette nouvelle forme, cette créature élancée, courbée et expressive, était la naissance de ce que nous appellerions le violon. Délicat, puissant et intemporel. Au cœur du nord de l'Italie, nichée au bord des eaux lentes du fleuve Pô, se trouve la ville tranquille de Crémone. Au XVIe siècle, ce n'était pas une ville d'armée ou de roi. C'était une ville d'artisans. Les rues résonnaient non pas des canons, mais des ciseaux frappant le bois, des mains lissant le vernis, de la musique s'échappant doucement des volets. C'est ici, dans les ateliers de Crémone, que le violon a trouvé sa véritable demeure. Personne ne peut dire exactement pourquoi Crémone est devenu le berceau de la lutherie. Peut-être était-ce l'humidité de l'air, idéale pour le séchage des bois de résonance. Peut-être était-ce l'abondance d'épicéas alpintes et d'érables des Balkans, le mariage parfait de la douceur et de la force. Ou peut-être étaient-ce les gens, d'humbles artisans aux mains prudentes et à l'oreille fine, qui ont donné au violon son âme. Parmi eux se trouvait Andrea Amati, né vers 1505, un luthier dont la vision allait façonner la musique pour les siècles à venir. Dans son petit atelier, Amati a commencé à affiner la forme de ce jeune instrument. Il a sculpté son corps avec une symétrie élégante, lui a donné 4 cordes accordées en quinte parfaite et a ajouté des ouïes en forme de F qui permettaient au bois de respirer et de chanter. Il n'a pas inventé le violon à partir de rien, mais il lui a donné cohérence, beauté et équilibre. Ces instruments ont été commandés par la noblesse, y compris la cour de France. Le violon, autrefois une curiosité, était désormais une œuvre d'art, ornée de décorations délicates et de blasons royaux, capable à la fois de grâce courtoise et de joie paysanne. La ville elle-même est devenue une forge musicale. Les fils et petits-fils d'Amati ont poursuivi la tradition, affinant ses conceptions et enseignant à d'autres. De nouveaux noms ont émergé, Garnery, Stradivari, chacun ajoutant sa voix au langage en évolution du son. Les luthiers de Crémone ne travaillaient pas à partir de plans. Il n'y avait pas de bleu, pas de machine. Chaque instrument naissait de l'œil, de l'oreille et de la main, mesuré au toucher, façonné par l'instinct, fini avec soin. Le son était testé non pas avec des outils, mais en jouant. Et ainsi, dans les pièces ombragées de cette ville italienne tranquille, le violon est né, non seulement comme un instrument, mais comme un vaisseau d'émotion destiné à chanter dans les cathédrales, les salles de concert et les chœurs du monde entier. Alors que le XVIIe siècle se déroulait, le violon était devenu plus qu'une invention nouvelle. C'était maintenant une voix qui attendait d'être perfectionnée. Et dans les rues calmes de Crémone, cette perfection a pris forme, non pas dans le marbre ou la peinture, mais dans le bois. Entres Antonio Stradivari. Né vers 1644, peut-être élève de Niccolò Amati, il allait devenir le luthier le plus célèbre de l'histoire. Dans son atelier du Corso Garibaldi, Stradivari sculptait des violons qui semblaient touchés par quelque chose de divin. Les courbes, la voûte, le vernis, tout était exact, tout était élégant. Ces instruments ne résonnaient pas seulement, ils parlaient.
Chaque violon portait l'étiquette latine Antonius Stradivarius Cremonensi, et bientôt, les musiciens de toute l'Europe ont commencé à les rechercher. Ces violons projetaient une puissance dans les grandes salles, tout en conservant chaleur et intimité. Encore aujourd'hui, des siècles plus tard, aucun instrument moderne ne les a entièrement surpassés. Mais Stradivari n'était pas seul. Dans une autre ruelle de Crémone, un autre génie travaillait, Giuseppe Garneri del Gesù, membre de la famille Garneri. Giuseppe fabriquait des violons plus sombres, plus féroces, plus indomptés. Là où la voix de Stradivari était dorée, celle de Garneri était brute et audacieuse, préférée par les musiciens qui voulaient la passion plutôt que le poli. Chaque violon portait des traits uniques, des asymétries subtiles, des volutes signatures, des vernis mystérieux. Et pourtant, tous partageaient une chose, une âme. Ce n'étaient pas des instruments fabriqués en usine. Ils étaient sculptés individuellement, avec un souffle humain et une erreur humaine. Et d'une certaine manière, cela les rendait plus vivants. Le monde a commencé à le remarquer. Le violon a quitté les cercles courtois pour se retrouver sous les feux de la rampe. Les interprètes exigeaient des instruments capables de chanter, de pleurer, d'éblouir, et seuls les meilleurs de Crémone feraient l'affaire. Des siècles plus tard, ces chefs-d'œuvre seraient chéris au-delà de l'imagination. Un seul Stradivarius pourrait se vendre pour des millions. Les musées les exposent sous verre. Les historiens analysent leur bois au microscope, essayant de percer leurs secrets. Mais en fin de compte, leur magie ne pouvait pas être mesurée. Elle n'était pas seulement dans le vernis ou le grain. Elle était dans les mains qui les ont fabriqués et dans les mains qui les joueraient un jour. Les violons de Stradivari et de Garneri n'étaient pas des instruments. C'étaient des voix, préservées dans l'érable et l'épicéa, destinées à survivre à leur créateur, à murmurer la beauté longtemps après le silence. À ses débuts, le violon était un invité dans les grandes salles de la noblesse. Il jouait doucement en arrière-plan, dansant aux côtés des luths et des clavecins, offrant de la douceur aux festins royaux et aux rassemblements courtois. Mais avec le temps, le violon quitterait sa place modeste pour entrer audacieusement sous les feux de la rampe, non pas comme accompagnement, mais comme une voix à part entière. Alors que l'Europe entrait dans la période baroque, la musique a commencé à changer. Les compositeurs n'écrivaient plus seulement pour les rois. Ils écrivaient pour l'émotion, pour la grandeur, pour le drame. Le violon, agile et expressif, était parfaitement adapté à cette transformation. Il pouvait s'élever comme un oiseau, murmurer comme un secret, ou pleurer comme une âme humaine. L'un des premiers à réaliser son pouvoir fut Arcangelo Corelli à Rome. Il a composé des sonates et des concertos pour violon qui montraient l'élégance et la polyvalence de l'instrument. Sa musique était lyrique, gracieuse et précise. Le violon ne suivait plus seulement la mélodie, il était la mélodie. Puis vint Antonio Vivaldi, un prêtre et virtuose à Venise. Il a écrit des centaines de concertos pour violon, chacun étant une peinture vivante en son. Sa plus célèbre œuvre, Les 4 saisons, a transformé le temps en musique. Les fleurs du printemps, les orages de l'été, la récolte de l'automne, le froid de l'hiver, tout était dépeint par les cordes d'un violon. L'instrument était désormais un conteur, capable de dépeindre les rythmes du monde. À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, le violon était devenu le joyau de l'orchestre. Les salles de concert ont remplacé les salons de cour. Les représentations publiques accueillaient les citoyens ordinaires, pas seulement la royauté. Et sur ces nouvelles scènes, le violon menait la danse, commandant l'attention, exigeant l'émotion. Sa forme n'avait pas beaucoup changé. L'instrument lui-même était encore élancé et délicat, mais sa présence avait grandi. Ce n'était plus un compagnon silencieux. C'était une voix pour les compositeurs, un défi pour les interprètes, et un pont entre le privé et le public. Le violon était sorti du salon pour monter sur la scène du monde. Et à chaque représentation, chaque concerto et chaque note tremblante,
Il prouvait qu'il n'était pas juste un autre instrument. Il était le cœur de la musique. Au XIXe siècle, le violon n'était plus confiné à l'élégance. Il était devenu une force d'expression brute, capable de faire vibrer les foules et de révéler les coins les plus intimes de l'âme humaine. Et à la tête de cette transformation se trouvait un homme qui semblait né du mythe, Niccolò Paganini. Grand, pâle, avec de longs cheveux noirs et des yeux qui brûlaient, Paganini était à la fois génie et énigme. Quand il jouait, ses doigts s'embrouillaient sur le manche. Il sautait à travers les octaves, pliait les notes en cris et tirait du violon des sons que personne ne croyait possibles. Des rumeurs circulaient. Certains disaient qu'il avait vendu son âme au diable en échange de ses dons. En vérité, Paganini avait simplement maîtrisé le violon d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Il a inventé des techniques qui ont poussé l'instrument à ses limites. Pizzicato de la main gauche, double corde, harmonique rapide. Ses compositions n'étaient pas seulement difficiles, elles étaient audacieuses, théâtrales, émotionnelles. Le public était hypnotisé. Les compositeurs étaient inspirés. Et le violon était désormais considéré non seulement comme un bel instrument, mais comme un miroir de la passion humaine. D'autres ont suivi. Joseph Joachim, l'interprète poétique de Brahms, Pablo de Sarasate, dont l'élégance égalait le feu de Paganini, Fritz Kreisler, qui insufflait charme et chaleur à chaque phrase. Chacun a laissé son empreinte non seulement sur la musique du violon, mais sur le violon lui-même. Les compositeurs ont répondu à cette nouvelle ère de virtuosité. Ils ont écrit des concertos pour violon qui exigeaient plus que de l'habileté. Ils exigeaient une âme. Le concerto de Mendelssohn scintillait comme le clair de lune, celui de Tchaïkovski brûlait de chagrin, celui de Brahms tonnait d'intensité. On demandait au violon de tout ressentir, et il le faisait. N'étant plus limité au cours ou à l'accompagnement, le violon était devenu un soliste, un conteur. Il pouvait maintenant chanter la joie et la tristesse, la fureur et le désir. En une seule note, il pouvait dire ce que les mots ne pouvaient pas. Et pour l'auditeur, l'expérience était personnelle. Le violon ne jouait pas seulement de la musique. Il touchait à l'intérieur et remuait quelque chose d'ancien, de douloureux et de beau. Il ne s'agissait plus seulement de performance. Le violon était devenu la voix de l'âme. Jouer du violon est un art, mais en fabriquer un est quelque chose d'encore plus insaisissable. Le violon n'est pas assemblé. Il est sculpté, tiré du bois avec patience, instinct et des siècles de connaissances héritées. Aucune usine ou machine ne peut reproduire les mains d'un maître luthier. Le processus commence avec le bois. Pas n'importe quel bois, mais des pièces soigneusement choisies avec le bon grain, le bon âge et la bonne résonance. De l'épicéa pour la table d'harmonie, léger et vibrant. De l'érable pour le fond et les éclisses, solide et flexible. Le bois doit être séché, parfois pendant des décennies, pour atteindre sa voie parfaite. Vient ensuite la sculpture. La voûte du corps doit être juste comme il faut. L'épaisseur des plaques, la forme exacte des houillants F, la courbe de la volute, tout a un impact sur le son. Les luthiers travaillent lentement, écoutant alors qu'ils enlèvent des copeaux. Le but n'est pas la perfection, mais l'équilibre entre la force et la vibration, la brillance et la chaleur. Et puis il y a le vernis, un mystère qui a intrigué les scientifiques pendant des siècles. L'éclat doré d'un Stradivarius, le feu sombre d'un Garnery, chacun était fini avec des mélanges secrets d'huile, de résine et de pigments. La magie résidait-elle dans les ingrédients ou dans les mains qui les appliquaient? Les chercheurs modernes ont radiographié, scanné et analysé chimiquement les grands violons du passé. Ils ont mesuré les fréquences, modélisé l'acoustique et même recréé des copies imprimées en 3D. Et pourtant, personne n'a entièrement percé le secret. Parce que le secret n'est peut-être pas dans le matériau, mais dans la relation. Un grand violon est plus que ses parties. C'est le produit d'heures passées à écouter, à ajuster, à sentir. Le luthier tape sur le bois, plie le grain, sent son potentiel.
Il n'y a pas de manuel pour cela, seulement l'expérience, transmise tranquillement d'une génération à l'autre. Encore aujourd'hui, dans de petits ateliers à travers le monde, les violons sont toujours fabriqués de cette manière, à la main, avec le cœur. Chacun est légèrement différent, parce que chaque morceau de bois a sa propre histoire. Et une fois l'instrument terminé, il attend, silencieux, à bout de souffle, jusqu'à ce que l'archet glisse sur ses cordes et lui donne vie. Le violon ne chante pas seulement, il se souvient de la façon dont il a été fait. Bien que né dans les mains de luthiers italiens, le violon n'est pas resté en Europe. Sa voix, si humaine, si adaptable, était destinée à voyager à travers les montagnes et les océans, par les routes commerciales et les migrations. Le violon est devenu un citoyen du monde. En Irlande et en Écosse, il est devenu le fiddle, vif, terrien et rapide. Il a mené les danseurs dans les pubs et sur les places de village, faisant tourner les réels et les gigues avec une joie contagieuse. Là, le violon n'était pas formel. Il était familier, passé de main en main, souvent appris à l'oreille. Il est devenu une partie de la vie quotidienne. En Inde, le violon a été adopté dans le monde de la musique carnatique. Tenu différemment, reposant contre la cheville en position assise, l'instrument a été réimaginé. Sa voix a commencé à faire écho aux anciens ragas, imitant les tons glissants et chantants de la voix humaine. Dans la musique dévotionnelle, il n'a pas remplacé les instruments traditionnels. Il s'est adapté et, ce faisant, est devenu sacré. Au Moyen-Orient, le violon a adopté les échelles microtonales de la musique arabe et persane, remplaçant souvent le rebab et le kémance. Entre les mains de joueurs habiles, il pouvait pleurer et se lamenter avec intensité, capturant le chagrin et la beauté de mélodies séculaires. Dans les Amériques, il a rejoint les colons et les esclaves, se tissant dans de nouvelles formes musicales. Dans les Appalaches, il a façonné le bluegrass et la musique old-time, tandis qu'au Mexique, il dansait dans les groupes de mariachi sous de larges sombreros et des étoiles du désert. Et dans le jazz, le violon a trouvé la liberté. Des improvisations enfumées de Stéphane Grappelli à Paris à la puissance brute de Stuff Smith, l'instrument autrefois confiné aux cours maintenant swingait, improvisait et rugissait. Chaque culture a accordé le violon à sa propre âme. Chacune lui a donné un nouvel accent, un nouveau but, une nouvelle place dans l'histoire. Et pourtant, l'instrument est resté le même. 4 cordes, un corps courbé, un chevalet en bois et autre chose, quelque chose d'intemporel. Quel que soit le genre, le pays ou la tradition, le violon a gardé un pied dans l'histoire et l'autre dans l'émotion. Il pouvait sonner comme un murmure ou un feu de forêt. Et c'est peut-être là sa véritable puissance. Le violon n'appartient à aucun endroit. Il appartient partout où il y a du sentiment. Lorsque l'orchestre s'assemble, tous les yeux se tournent vers l'avant, là où les violons sont assis, rangés après rangés, leurs bois polis brillant sous les lumières, leurs archets levés à l'unisson, prêts à insuffler la vie dans le silence. Dans ce monde du son, le violon porte la couronne. C'est la plus grande section de l'orchestre, divisée en premier et second, chacun avec une voix distincte. Les premiers violons portent souvent la mélodie, s'élevant au-dessus de l'ensemble, agile et brillant. Les seconds violons, tout aussi vitaux, tissent des harmonies et un soutien, créant la riche tapisserie du son. À la tête de tout cela se trouve le premier violon, le violoniste principal, second seulement après le chef d'orchestre. Il donne les départs à l'ensemble, accorde l'orchestre, et parfois même prend le devant de la scène en tant que soliste. Son rôle n'est pas seulement musical, mais symbolique, un pont entre le leadership et la collaboration. Les compositeurs connaissent depuis longtemps la puissance de cet instrument. Du chatoiement silencieux de Debussy aux orages tonitruants de Mahler, le violon s'adapte, capable de tendresse ou de feu, de simplicité ou de brillance. Dans les partitions orchestrales, on lui donne souvent le premier et le dernier mot. Mais la scène de concert n'est pas seulement pour les symphonies. Les violonistes solistes sont devenus certains des artistes les plus vénérés de la musique classique.
Des noms comme Jascha Heifetz, David Oistrakh, Itzhak Perlman et Hilary Hahn ont rempli les salles avec des performances qui ressemblent moins à des concerts qu'à des conversations entre l'âme et les cordes. Ils interprètent des concertos qui défient les limites de l'émotion et de la technique. Les mélodies douloureuses de Tchaïkovski, le feu glacé de Sibelius, la majesté tranquille de Beethoven, tout prend vie lorsqu'un seul violon s'avance. Le violon dirige, il écoute, il élève. Et lorsque l'orchestre enfle derrière lui, le son devient non seulement de la musique, mais une histoire. Dans la salle de concert, sous des plafonds dorés et des rideaux de velours, le violon a trouvé son royaume. Il parle un langage qu'aucun mot ne peut égaler, racontant des histoires de désir, d'amour, de fureur et de joie. Il n'a pas besoin de traduction. Il ne cherche pas les applaudissements. Il chante simplement, d'une voix vieille de plusieurs siècles, mais éternellement jeune. Des siècles ont passé depuis que le violon a chanté pour la première fois dans les mains d'un artisan italien, et pourtant sa voix ne s'est jamais estompée. Des chambres de palais au métro bondé, des grandes salles de concert aux humbles danses de village, le violon perdure, non pas comme une relique, mais comme une âme vivante et respirante de la musique. À une époque d'instruments numériques et de sons synthétiques, le violon reste inchangé. Il commence toujours comme du bois, coupé, sculpté et façonné à la main. Il attend toujours en silence jusqu'à ce qu'il soit touché par l'archet et le souffle. Pas de pile, pas de fils, juste la tradition, la tension et la puissance tranquille de la résonance. De nouveaux luthiers poursuivent le métier, certains dans les mêmes villes, voire les mêmes rues, qu'Amati et Stradivari ont autrefois parcouru. Ils travaillent non pas à partir de la production de masse, mais de la mémoire, du mentorat et de l'intuition. Et des joueurs, jeunes et vieux, prennent encore le violon pour la première fois avec un mélange de crainte et de révérence. Les vieux violons aussi continuent de vivre. Certains sont transmis de génération en génération, leur vernis usé et lissé par les mains de l'histoire. D'autres reposent dans des étuis doublés de velours, attendant le bon joueur pour les ramener à la vie. Un Stradivarius, construit dans les années 1700, peut encore tenir une salle en silence avec une seule note. Mais le violon n'est pas confiné au passé. Il joue dans les bandes sonores de films, dans le jazz expérimental, dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle. Il parle à un public qui n'a jamais entendu de concerto, tirant l'émotion d'oreilles qui ne connaissent pas son nom. Car le violon n'a pas besoin d'être expliqué. Son langage est universel. Un cri dans une culture est un cri dans une autre. Une berceuse est douce dans n'importe quelle langue. Et encore, après toutes ces années, le violon a un autre miracle. Il grandit avec vous. Les premières notes grinçantes d'un enfant deviennent, avec le temps, le chant de sa vie. Pour l'auditeur aussi, il change. Ce qui semblait autrefois brillant peut maintenant sembler nostalgique. Ce qui était autrefois joyeux peut maintenant faire pleurer. Il évolue non pas dans sa forme, mais dans sa signification. Car le violon n'est pas seulement un instrument. C'est un compagnon de l'émotion, un vaisseau pour la mémoire, une voix qui n'oublie jamais. Et tant qu'il y aura du silence dans le monde, le violon sera là, prêt à chanter à nouveau.